des souvenirs en coulisses du théâtre. Avec des artistes. Là, comme ça, ce qui me vient tout de suite, c'est des échanges, des conversations et des rigolades avec Raymond DeVos, qui était un bonhomme fantastique, quoi. En coulisses, il était pareil que sur scène. C'est-à-dire que c'était un vrai poète, il nous faisait voyager, quel que soit le sujet de discussion, c'était un super bonhomme. Je me souviens donc surtout qu'Elsa Triolet, Aragon, qui a fait événement, sont venus participer à l'inauguration, sont arrivés sur scène. La salle était bien pleine, il y avait du monde. Il faut dire que c'était un événement, à cause de l'édifice même, hein, pas forcément à cause de ce qui allait s'y produire. Mais quand même, Jacques Fabry avait la cote à l'époque. Hein. Donc, Les Joyeuses Commères de Windsor, en plus une pièce comique, hein, très distrayante, ça a fait du monde, quoi, vraiment bien. Mais alors le problème, c'est qu'à un moment donné, je me retrouve là dans l'entrée, l'ancienne entrée du théâtre, là, sur la terrasse, avec Jacques Fabry, qui me dit que, bah oui, il est bien ce théâtre, c'est très bien, c'est une réussite. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de défauts. Entre autres, qu'il n'y avait pas d'entrée de décor. Bon, pas d'entrée de décor, il n'y avait que des passages pour des individus, pour des personnes, mais pas pour des gros objets. Ce qui fait que tous les décors de toutes les pièces, il fallait toujours les découper en morceaux, même s'ils avaient été conçus d'un seul bloc, il fallait toujours les découper en morceaux et prévoir de les remonter sur scène. À partir de sa création on peut dire jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, le théâtre était professionnel, avec un directeur professionnel, avec une équipe professionnelle, mais il y avait aussi à côté un nombre assez important de bénévoles qui à la fois accomplissaient un certain nombre de tâches, l'accueil, le placement, la distribution de documents qui annonçaient les spectacles, ce qui permettait d'ailleurs d'organiser des choses comme par exemple les week-ends cinéma dont j'avais déjà parlé, les week-ends Chabrol, les week-ends sur Godard, le cinéma brésilien où on avait transformé le théâtre en restaurant brésilien, en salle de spectacle. On avait terminé par des danses autour du théâtre le dimanche soir, ce qui avait mis en joie évidemment les habitants de la rue Eugène Varlin qui trouvaient que ça faisait beaucoup de bruit. Alors l'arrivée de Gerbal, c'est que d'abord le Franc Théâtre, dont il était l'un des responsables, avait présenté 2 pièces de théâtre à la salle des fêtes, dans l'ancienne salle des fêtes, je dis l'ancienne en prévision de ce que je vais dire après, de l'ancienne salle des fêtes qui était à l'école du centre, à Juif, avenue Paul Végouturier. Il avait joué Sacco et Vanzetti et La Mère de Gorky, 2 pièces politiquement bien ciblées qui avaient fait du monde, et qui m'avaient bien satisfait aussi, moi, pour les mêmes raisons, plutôt politiques qu'esthétiques d'ailleurs. Donc la première chose que Gerbal a faite en arrivant, c'était d'abord de compter ses sous, de disputailler avec la municipalité pour essayer de dégager quelque chose d'à peu près viable, quoi, point de vue argent. Et ça a été aussi, puisque le ciné-club que j'avais créé existait déjà et faisait quelques séances à la salle des fêtes, l'idée de tout de suite créer un cinéma, puisqu'il y avait tout le matériel pour le faire, hein. Et son idée, c'était de faire un cinéma d'art et d'essai, le plus rapidement possible. Donc ça, c'était un de ses premiers objectifs. L'autre, ça a été de produire un spectacle avec le cours d'art dramatique. Son cours réunissait pas mal d'élèves, hein, 20, 30, avec Spartacus, on a été jusqu'à 40 sur scène quasiment. Je suis venu pour la première fois au théâtre Romain-Rolland pour les besoins de la création de Raymond Gerbal, répéter une pièce qui s'appelait à l'époque La Grande Main de Farah Galadoum. Donc c'est mon premier contrat professionnel qui m'a permis de régulariser à la fois ma situation, qui m'a permis de faire une tournée à l'MC2 de Grenoble, la Maison d'écriture de Grenoble. C'est là où on a créé, 36 ans après, Invisible. Et le théâtre ne résout pas les problèmes. Il les expose, il essaie de... souvent c'est une fable, hein. Molière l'a fait dans son temps, Shakespeare et tout. Mais c'est vrai qu'il n'apporte pas de solution. Mais il est là pour que la réflexion soit de mise. Oui, en 83 donc, le Festival de la Commedia dell'arte est à Villejuif et dans tout le département, avec des événements considérables.
Bon, je me souviens de l'avenue de Vittorio Gassman, qui a fait très peu de spectacles en fait, même en Italie, de Dario Fo, du Piccolo Théâtre de Milan, et vraiment un mois de festivités, de spectacles, de concerts, de spectacles de rue, le tout couronné par un feu d'artifice. Malheureusement, ça a coûté très cher, et si on était tous contents du festival, il a fallu après éponger quelques dettes, et du coup le directeur de l'époque n'est resté qu'un an à Villejuif. Moi j'ai rencontré la Jacquerie en voyant un spectacle qui s'appelait Petit bonhomme n'est pas très mort, d'après un texte de Jean-Pierre Chabrol. Ça devait être à Créteil. Et à l'époque, j'étais directeur du théâtre de Villeneuve-Saint-Georges. Et quand j'ai vu cette pièce, et comme j'ai toujours souhaité en tant que directeur d'avoir une compagnie implantée à côté de moi, à côté du théâtre, et dès que j'ai été nommé en 84, j'ai Pierre-Yves Cosnier, le maire de l'époque, je lui ai dit que je souhaitais d'avoir une compagnie qui soit aussi présente, très présente sur la ville, pour faire un travail de fond sur le théâtre, d'animation, dans les lycées, dans les écoles, et faire une création théâtrale avec laquelle je me sens en osmose. Alors, la première fois quand j'ai joué, c'était drôle parce que, entre-temps, j'ai travaillé ailleurs. Hein. Et j'ai travaillé, entre autres, à l'hôtel de Tessia, qui vient de fermer aujourd'hui. Comme femme à tout faire, femme de chambre. Le jour de la première, c'était ma première, qui était très importante pour moi, les femmes du Moloch de Jean-Pierre Chabrol. C'était... Et Molo nous a dit que chacun peut inviter une personne ou deux au théâtre. La seule personne que je connaissais vachement bien, qui habitait à Paris, c'était Jean Tétinger. Jean Tétinger, c'est lui de Champagne, et des propriétaires de Lutetia, Carlton et tout le bordel. Est-ce que vous pouvez venir avec votre femme voir ce que je fabrique au théâtre? Il a dit oui. Je ne croyais pas trop. Et puis au bout d'un moment, le jour de la première, il se pointe pas avec sa femme, mais avec sa copine qui était Sonia Riquel. Donc il faut voir au théâtre, Romain Roland, il y a une Polaque qui joue pour la première fois, et tout d'un coup, il y a limousine qui arrive, le chauffeur qui dépose un carton pour la troupe, un carton de champagne, je ne sais pas combien il y avait, dizaines de bouteilles de champagne pour la troupe. À l'accueil, au lieu d'acheter un billet, il laisse un chèque en conséquence, et il va voir le spectacle, il va voir sa femme de ménage. Il y a aussi, je ne sais pas, 20-25 ans, je ne sais plus les dates, on reçoit à l'époque, pour les périodes des vacances de Noël, et des fêtes, le Cirque Medrano qui avait monté un spectacle pour jouer uniquement dans les théâtres. Donc ça veut dire que ce cirque, c'était bien entendu des acrobates, des clowns, des trapézistes, mais aussi des animaux. Alors les animaux, c'était des chiens, des singes, des ours, des chevaux et des éléphants. Voilà. Ça, c'est le dossier qu'on m'envoie un mois avant. Henri Cochman me dit, voilà, il faut qu'on essaye de faire rentrer ce cirque. Donc la première question que je me pose, quand je vois un peu les animaux, je vois qu'il y avait 4 éléphants d'Asie, mais quand même. Première question que je me pose, est-ce que le plateau va tenir? Est-ce que la scène va tenir? Donc je vois avec les services municipaux, il faut venir un ingénieur, on calcule la charge, a priori ça tient. Après j'appelle la compagnie, je fais venir le régisseur général du cirque pour voir un peu ce qu'il fallait préparer, puisque pour faire rentrer des éléphants au théâtre Marant, c'est beaucoup plus compliqué que de faire rentrer des faïquaises ou un décor. Donc en fait, il me demande de faire des accès bien spécifiques pour chaque type d'animal. C'est-à-dire qu'il y avait des ours, eux ça va, ils montent des escaliers sans problème. Il y avait des chevaux, c'est déjà plus compliqué, et les éléphants encore plus difficiles. Donc on a construit des rampes selon les endroits du théâtre pour faire rentrer des types d'animaux. Il y avait un gros souci aussi, c'est de prévoir la nourriture, puisqu'il restait 10 jours au théâtre, il fallait prévoir la nourriture pour les animaux. Donc là, je me suis rencardé et en fait, avec tous les hôpitaux de Villejuif, j'avais signé une espèce de deal où tous les jours, il y avait un technicien du théâtre Marant qui faisait la navette, tous les hôpitaux qui récupéraient en fait la nourriture qui n'avait pas été mangée
pour donner à manger aux animaux. Premier spectacle, c'était en après-midi, il y avait 400 enfants dans la salle. Moi j'étais un peu tendu parce que c'était la première fois qu'on avait des éléphants, des ours, des chevaux, tout ça. Pas de soucis, tout se passe bien, représentation, les gens ravis. Et puis on jouait comme ça 2 fois par jour. Et le 4e jour, si je me souviens bien, pour la représentation du matin, le spectacle commence et il y avait un numéro en fait, les chevaux tournaient autour de la piste avec des ours posés dessus. C'est-à-dire qu'il y avait un ours debout sur chaque cheval et ça tournait sur la piste. Ça s'était très bien passé la veille, ça commence à tourner, la musique commence, et à un moment donné, il y a un cheval qui glisse, donc il tombe, l'ours tombe, et l'ours, il savait très bien par où il était rentré, et la partie qui ressort du théâtre, par l'issue de secours à l'extérieur, et le l'a rendu dans la rue du Colonel Marchand. Il avait une muselière, mais il avait des griffes énormes, et il partait dans la rue du Colonel Marchand en courant, direction de l'hôpital. Donc moi, tout d'un coup, je me dis, tiens, je vais essayer de rattraper l'ours, mais je n'étais pas très convaincu de ce que je faisais. Donc me voilà partir en train de courir derrière l'ours, et le dompteur est venu me rejoindre, et on a rattrapé l'ours juste avant l'hôpital Paul-Brousse. Si jamais, le dompteur me disait, si jamais il rentre à l'hôpital avec les griffes qu'il avait, ça aurait pu faire des accidents. Bon, alors, un jour, je crois que j'avais des démarches à faire, c'était de récupérer les fiches de paie pour les besoins de cette régularisation dont je t'avais parlé tout à l'heure. Et j'arrive et je passe par les coulisses et je vois une silhouette assez imposante devant un micro. C'était Barbara qui répétait avec l'orchestre. J'étais tellement glacé que je ne savais pas s'il fallait mettre marche arrière ou avancer. Par peur, je suis resté immobile un certain temps, puis je suis sorti en catimini pour éviter tout un couac avec cette grande dame. Voilà. Le théâtre Romain Rolland représentait pour les élèves d'abord une possibilité de théâtre de proximité, ce qui est absolument génial, où il se passe des choses, un vrai théâtre, un grand théâtre. Ça n'a pas été facile au début de faire venir les élèves au théâtre, mais on s'est accroché. Je travaillais avec une collègue. On était 2 profs et toujours un comédien ou une comédienne selon les années, comme c'était possible. Alors on s'accrochait, on les traînait de force, on les obligeait, on leur expliquait dès le début de l'année que c'était le deal. On ferait du théâtre, mais ils iraient au théâtre aussi, et puis je pense que d'aller au théâtre leur a donné le goût du théâtre. Quand les élèves faisaient du théâtre, ils ne savaient pas au départ ce qu'il allait advenir, ce qui se passerait, ce qui leur arriverait, ce qu'ils ressentiraient. Nous non plus d'ailleurs, c'est un travail commun et on ne sait pas au départ ce qu'on va y trouver. Je me souviens d'un élève que j'avais forcé à faire quelque chose qu'il ne voulait absolument pas faire, et j'avais été sèche, cassante, et je l'avais obligé à faire quelque chose. Et ça a été pour lui une révélation. Et il m'a dit, après, à la fin, il m'a dit « Merci de m'avoir obligé ». Enfin, c'était un grand mec. Je me suis dit, j'avais peur qu'il se mette à pleurer au moment où je l'obligeais à faire, à pousser, à aller dans ses retranchements, à chercher au fond de lui-même des choses. Et ça a été un éblouissement. Il s'est trouvé que Nelson Mandela a entamé ses grandes tournées dans tous les pays qui avaient soutenu, soutenu la lutte anti-apartheid. Donc il a bien sûr, lui, il rencontrait bien évidemment les dirigeants, mais ce qui nous intéressait, nous, c'était pas qu'il rencontre les dirigeants, c'était qu'il rencontre ceux qui avaient réussi à mener la lutte anti-apartheid, c'est-à-dire pas ceux qui nous gouvernent, mais tout simplement l'opinion publique. C'est ça qui est important. Or, à Villejuif, avec la municipalité, nous avions préparé une quinzaine de solidarités avec le peuple d'Afrique du Sud. Il y avait donc des écoliers, enfin des collégiens, des lycéens d'un établissement de Soweto qui étaient ici au lycée Darius Milhaud. Donc, bien évidemment, il fallait de l'argent pour faire venir ces jeunes, etc. Et donc, on avait fait une soirée de solidarité. La soirée de solidarité était prête. Donc, je suis allée voir Françoise Roger, qui était mon amie et à l'époque responsable des relations internationales à Villejuif. Toutes les deux, un petit peu, d'une manière un petit peu adolescent, si on veut, d'enthousiasme. On a dit, mais oui, il faut absolument qu'ils viennent. Donc, moi, j'ai fait
agir les leviers que j'avais aimé avec l'ANC, avec les responsables de l'ANC. Françoise, elle a fait agir les leviers au niveau des autorités. Et ça s'est fait. Le miracle a eu lieu, c'est-à-dire que Nelson Mandela est venu en octobre 1993, alors qu'il n'était pas encore président de la République. Eh bien, il est venu à Villejuif. Ça s'est passé d'une manière extrêmement simple, parce que le personnage est très simple. C'est-à-dire que Nelson Mandela est venu, il était radieux, absolument radieux, parce que rencontrer les gens pour quelqu'un qui a passé 27 ans de sa vie en prison, qui a été privé de contact avec les gens ordinaires, bien sûr, il serrait les mains, il faisait des sourires. Bon, c'était un petit peu le délire. Hein. Et puis ensuite, quand il est rentré dans le théâtre, évidemment, vous imaginez la clameur. If it was not for the support of the people of the world and the people of France, I would not have been here today. S'il n'y avait pas eu le soutien des gens du monde entier, et en tout particulièrement des gens ici en France, eh bien je ne serais pas ici ce soir avec vous. My delegation and I will always think of this moment with fond memories. Et ma délégation, moi-même, nous nous rappellerons toujours de ce moment avec beaucoup d'émotion. And above all, I love you. Et par-dessus tout, je vous aime. Thank you. On avait fait venir une pièce qui s'appelait Art de Reza. Il y avait Pierre Vanek, Pierre Arditi et Jean-Louis Trintignant. Je dirais sur le plateau du Louvre. Mais bon, après on dit la pièce, tout se passe bien. Et pour moi, le grand moment, c'était à la fin, quand j'étais sur le plateau, retrouver les trois grands comédiens. Et c'est Trintignant qui s'adresse à Arditi. Je crois que j'étais bon ce soir. Écoute, tu ne trouves pas que j'étais meilleur qu'hier ou qu'avant-hier? Et quand on entend un Trintignant, tu vois, surtout quand tu es comédien toi-même, un Trintignant qui pose la question à Arditi, tu te dis, je sais pas, pour moi ça m'a presque fait pleurer, tellement j'ai senti que cet artiste, c'est un artiste et qu'il est comme tous les comédiens, avec la peur, savoir s'il a bien fait, s'il n'a pas bien fait, et qu'il est obligé de demander à un autre s'il était vraiment bon ce soir. Le public est très attaché au théâtre au lieu. Et si on leur enlevait, ou quand il y a un événement qui va contre le théâtre, on sent vraiment qu'ils sont touchés, mais comme dans leur chair. Je parle de l'événement, quand cette histoire avec Lucchini, qui a priori pas été très sympathique avec les Villejuifois. Et j'ai senti vraiment qu'ils se sentaient, que le public s'était senti attaqué. Et comme si c'était... Enfin, c'est vrai, ce théâtre, il est à lui. Hein, et ça se sent, quoi. Quand on y touche, c'est comme si on touchait à ta mère. Il ne faut pas déconner avec le théâtre de Villejuif. Les enfants de Villejuif, ils ont la pêche, ils ont la patate, les enfants de Villejuif. Pour nous, c'était vraiment une magnifique expérience de jouer à la Folie ici. Vraiment, je le dis sincèrement, les gamins ici, ils sont top, ils sont généreux, et puis ils partent au quart de tour, quoi. Tout ce qu'on a écrit, ça s'imprimait, les réactions, les rires, il y avait de l'ambiance, et on s'est dit, c'était vraiment les premières fois qu'on faisait des représentations exclusivement scolaires. On avait fait une à la création, et on s'est rendu compte aussi de l'impact qu'avait le spectacle sur les enfants. La soirée hommage à Molo, l'année dernière. C'était une des plus belles, ou plus beaux souvenirs de ma vie au théâtre Romain Rolland. Et c'était une fête qui
il n'y a que Molo qui manquait dans cette fête. Il aurait signé avec ses 2 mains s'il faisait ça pour quelqu'un d'autre. Et cette déclaration d'amour des 2 côtés, du côté de la scène et du côté du public, il était plus que merveilleuse. Plus que merveilleuse. La première fois que j'ai mis les pieds sur une scène de théâtre, c'était ici, Théâtre Romain Rolland, Villejuif, 1964, dans une pièce qui s'appelle Le temps viendra, de Romain Rolland. Parce que moi, je prenais des cours d'art dramatique à la maison de jeunes de la Porte de Vanves. Le professeur, j'y allais tous les mardis, c'était ma soeur qui m'avait emmené, et le professeur s'appelait Guy Kayat, qui a eu après le théâtre 71 à Monaco. Guy Kayat monte Le temps viendra de Romain Rolland et il m'engage comme soldat. J'avais un tout petit rôle. Ce dont je me souviens, par contre, c'était un jour une anecdote comme ça. Je rentrais, on entendait un coup de feu dans les coulisses et je rentrais en me tenant le ventre, vous voyez, comme ça. Comme si mon adversaire, enfin l'ennemi, m'avait tué. Mais moi, je le tuais aussi. Et après, on se regardait en se disant, mais enfin, c'est idiot tout ça, pourquoi on s'est tué? Et donc, moi, j'attendais le coup de feu. Et je rentrais comme ça, vous voyez, je ne sais pas si vous me voyez. Et un jour, le coup de feu ne part pas. Et je dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fais? Et je vois Guy Kayat en face, là, qui me fait... Alors moi, je rentre. Et là, au milieu, pendant que j'étais comme ça, j'entends le coup de feu partir. Je dis, putain, qu'est-ce que je fais? Et j'ai fait ça comme ça. Comme si j'avais reçu une balle dans le dos. J'ai eu quand même de la présence d'esprit, pour dire que j'étais... Voilà le souvenir du théâtre Romain Rolland. Quand même, donc c'est pas n'importe quoi. Des souvenirs de Ferrat, des souvenirs de Ferret, des souvenirs de Nougaro. Bon, il y a des choses amusantes avec Nougaro. Je l'avais amené dans sa loge et il avait une petite valise à la main et en fait, dans la valise, il y avait 2 bouteilles de whisky et il m'avait dit en souriant, je pense que j'en aurai assez pour le spectacle. Parce que quand il allait se désaltérer, il ne buvait pas de l'eau, Nougaro. Mais quel chanteur, par ailleurs. Si tu as oublié tes clés ce matin, c'est que l'amour t'a pris sur son dos. Si tu as manqué, raté le train, c'est que l'amour s'est posé sur ton dos. Les tours de riz, des amoureux partis, fait tourner la tête, des tours de rôle, les tourneaux qui perdit l'amour, l'a retrouvé au fond de mes yeux.